président de la République Issoufou Mahamadou a été salué par la communauté internationale, notamment le président français François Hollande. Les désormais ex-otages, après 3 ans de captivité, ont rejoint leur famille en France ce mercredi. Aller au-delà des points conclus à la réunion de Washington, tel est l'objectif visé lors de cette réunion tenue entre le partenaire technique et financier du Niger et le ministre du Plan du développement communautaire et de l'aménagement du territoire sur le barrage de Kandaji. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition. Veuillez d'abord nous excuser de ce léger retard. Indépendant de notre volonté, les 4 otages français enlevés en 2010 à Arlit dans la région d'Agadez ont été libérés hier et ont regagné leur pays ce mercredi à la grande joie de leurs familles respectives. Le rôle du président de la République Issoufou Mahamadou dans ce dossier comme dans la libération du Nord Mali sous le joug des terroristes a été déterminant et apprécié par toute la communauté internationale. Le dossier est signé Moussa Yahya. Tout a commencé dans la nuit du 15 au 16 septembre 2010. Un commando faisait irruption à Arlit et enlevait 7 personnes travaillant pour Areva ou Soja Satom, une filière du groupe français Vinci. L'opération a été revendiquée par Abdelhamid Abou Zaïd, l'émir d'Akmi. Aussitôt après, les autorités nigériennes ont manifesté leur engagement à traquer les ravisseurs et libérer les otages. En février 2011, 3 des 7 otages vont être libérés. Il s'agit du malgache Jean-Claude Rakotari Lala, du Togolais Alex Kojo Ahonada et de la seule femme, la Française François Larib. Son mari et ses 3 co-détenus y restent et l'inquiétude des familles grandit en 2013 quand le corps d'un autre captif, Philippe Verdon, est retrouvé au Mali. Mais Akmi calme le jeu et donne ce qu'il a appelé alors preuve de vue en juin à travers une dernière vidéo. Toutefois, Akmi demande une rançon et la France s'y oppose formellement. Pendant ce temps, la machine mise en marche par le président de la République, Issoufou Mahamadou, impliquant des dignitaires touaregs et d'anciens chefs rebelles nigériens, poursuivait ses démarches sans trop de tapage. Enfin, le dénouement intervient ce mardi 29 octobre 2013 grâce aux efforts déployés par le président de la République, Issoufou Mahamadou. 2 ministres français, à savoir Laurent Fabius des Affaires étrangères et Jean-Yves Le Drian de la Défense nationale, dépêchés par François Hollande, étaient aux côtés du président Issoufou au moment de rencontrer les otages ramenés à Niamey sains et saufs. Cette libération s'est faite en étroite collaboration avec le président Hollande. L'enlèvement des otages, comme vous le savez, a eu lieu à Arlit il y a de cela plus de 3 ans. Et depuis, le Niger s'est employé à créer les conditions de leur libération. Aujourd'hui, c'est chose faite, on s'en félicite. Et je voudrais féliciter les membres de l'équipe nigérienne auxquels j'ai confié cette mission. Je félicite les otages pour avoir retrouvé la liberté après de durs mois d'épreuves. Je voudrais aussi féliciter leurs familles qui vont bientôt les embrasser après de longs mois de séparation. Je voudrais enfin féliciter le président Hollande dont j'ai apprécié la détermination au cours du traitement de cette affaire. Responsabilité, sérieux, discrétion et détermination ont caractérisé ce dénouement voulu et obtenu par le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou. Action hautement saluée par les familles des otages et surtout les autorités françaises. Je viens d'apprendre par le président du Niger, M. Issoufou, que nos 4 otages du Sahel, ceux que l'on appelle les otages d'Arlit, viennent d'être libérés. La ligne du gouvernement et du président de la République, c'est pas de rançon. On ne joue pas à cela. C'est la position ferme qu'il a toujours tenue. Ce qui a permis cette libération, c'est l'action du président du Niger et puis aussi la détermination du président Hollande. Je sais pas dans quel état on est, quoi. Hein. Ah, Dominique, c'est fini. Bon, il avait l'air... non.
Oh, mais il est dur. Hein. Donc ça veut dire qu'il va... Vraiment, là, c'était lui. Hein. Il m'a dit, tu me verras demain. Hein, pour pouvoir bien le serrer. Ma belle-fille m'a appelé, et puis une chaîne, non, la radio. Et puis après, j'ai eu le Premier ministre. Donc là, Qu'est-ce qu'il vous a dit, le Premier ministre? Il m'a dit qu'ils ont tout fait et Thierry a été libéré, et les autres otages aussi. C'était le président de la République qui appelait pour nous annoncer que ça y est, le calvaire était terminé. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ben ça, c'était la première phrase. J'ai toujours cru à une libération possible. Ce qui me faisait peur, moi, c'était plus pendant les combats. J'avais très peur qu'il soit sous les bombes. Mais je n'ai jamais pensé que les ravisseurs pouvaient le tuer. Ils sont encore psychologiquement, c'est compliqué. Un peu choqués quand même. Ouais. Donc ne soyez pas trop pressants. Soyez cool, parce qu'ils ont un peu peur de l'environnement social. Ils n'ont pas vu de monde pendant longtemps. Les 4 otages français ont regagné Paris ce matin en compagnie des 2 ministres qui ont effectué le déplacement de Niamey. La sortie de Laurent Fabius et de Jean-Yves Le Drian, les 2 ministres français qui accompagnaient les otages, et les voici ces otages. Ça y est. Les 4 otages en mitouflé, ils ont donc gardé leurs habits du départ de Niamey. Il faut dire qu'ils ont vécu dans des conditions, on l'imagine, extrêmement difficiles. On est à peu près à une cinquantaine de mètres, on ne voit pas extrêmement bien, mais je vois Thierry Doyle qui embrasse sa famille, qui envoie ses proches. Au-delà des otages qui viennent d'être libérés, c'est tout le processus de pacification de l'espace sahélo-saharien qui porte la marque du président Issoufou. Car, dès les premiers instants, il n'a pas fait mystère de son engagement pour la libération du Nord Mali et l'histoire lui a donné raison. Dès 2012, alors que la communauté internationale était encore réticente, Issoufou Mahamadou s'activait seul à rallier tous les partenaires à sa cause. Notre ambition est de promouvoir l'unité de notre continent. Notre ambition est de promouvoir l'intégration. Notre ambition est de promouvoir les valeurs démocratiques. Notre devoir est de mener une lutte implacable contre le terrorisme et les organisations criminelles. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons tolérer, Monsieur le Président, ce qui se passe au Mali. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons en accepter la remise en cause de l'intégrité. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons être complaisants par rapport à tout ce qui favorise le recul démocratique. Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons accepter que des bandits sans foi ni loi instrumentalisent l'islam pour anoblir leurs crimes aux yeux des musulmans non avertis. La dégradation de la situation sécuritaire dans la zone sahélo-saharienne, notamment au Mali, continue à nous préoccuper au plus haut point. Le terrorisme, le crime organisé et l'irrédentisme accentuent les risques de déstabilisation et de régression pour les pays de la sous-région. L'enjeu du combat contre ces fléaux n'est ni plus ni moins que la sauvegarde de nos libertés et de notre unité. Nous avons le devoir de contribuer à mettre fin à la barbarie qui règne au Nord Mali. Il faut libérer le Nord Mali, il faut sécuriser le Nord Mali, il faut créer les conditions assez rapidement d'organisation d'élections libres et transparentes au Mali et il faut débarrasser le Sahel des terroristes. Parce que l'objectif n'est pas seulement de libérer le Nord Mali, l'objectif c'est de débarrasser toute la sous-région des narcotrafiquants et des terroristes. Ce mal ne concerne pas que le Mali, d'où l'intérêt pour tout le monde d'aller le combattre. Si nous voulons la paix partout où nous sommes, partout dans le monde. Donc la meilleure façon, à mon avis, de ramener la paix, la quiétude, c'est d'aller vers l'objectif, là où on sent que la paix est menacée. Nous allons en guerre. Une guerre qui nous est imposée
par des terroristes et des trafiquants en tout genre. Une guerre injuste dont souffrent terriblement les paisibles citoyens du Nord Mali, nos frères de Gao, de Kidal et de Tombouctou. Les forces obscurantistes contre lesquelles vous êtes déjà battus à maintes reprises et contre lesquelles vous avez remporté de belles victoires avec courage, patriotisme et professionnalisme, ont aujourd'hui franchi un pas de plus dans l'horreur et la barbarie. L'agression qu'elles ont portée contre le Mali est une question de sécurité intérieure pour le Niger. L'État nigérien est l'un des premiers États dans la sous-région qui a demandé qu'il y ait une intervention rapide. Malheureusement, en Afrique, chaque fois, c'est quand les choses s'empirent qu'on cherche à prévenir. Aujourd'hui, l'histoire a donné raison à nos autorités et je pense qu'il est de notre devoir aujourd'hui, de tous les Nigériens, d'appuyer cette démarche de l'État nigérien en soutenant, en créant les conditions de soutien à nos troupes qui vont être engagées. Tout cet engagement désintéressé pour le bien-être de la sous-région est hautement apprécié par ses pairs présents la semaine dernière au double sommet de la CEDEAO et de l'UEMOA à Dakar. Le rôle du président de la République Issoufou Mahamadou dans les grands dossiers internationaux est de plus en plus reconnu et apprécié et cela contribue considérablement à redorer le blason de notre pays dans le concert des nations. Cette libération des otages français a également suscité les commentaires de la télévision nationale Télé Sahel à travers son directeur par intérim, Ali Issaka. Il estime que les Nigériens doivent être fiers de leur président Issoufou Mahamadou qui a permis cette opération. La France n'a pas participé aux transactions portant sur la libération des otages. C'est le Niger qui a réussi à trouver une issue à cette longue prise d'otages, a indiqué ce matin la porte-parole du gouvernement français. Le mérite de cette libération revient donc à notre pays, avec à sa tête le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou. Un coup de maître savamment mais patiemment mené, reconnu et salué par son homologue français François Hollande. En œuvrant pour la libération des 4 otages, le président de la République sauve non seulement 4 vies humaines, mais aussi restaure l'espoir dans les cœurs de plusieurs parents, amis et proches. Tous angoissés, voire meurtris, pendant plus de 3 ans par l'idée de ne plus revoir Daniel Larib, Marc Ferré, Thierry Doll et Pierre Legrand. Mieux, Issoufou Mahamadou, en réussissant ce coup de maître, comme à son habitude, confirme une fois de plus sa stature d'homme d'État africain au service non seulement de son pays, mais de la communauté africaine et internationale tout entière. C'est de cela que nous, Nigériens, devrons tous être fiers aujourd'hui, réussir les missions les plus ardues. Libérer le peuple frère malien du joug des terroristes et autres narcotrafiquants, Issoufou Mahamadou s'y est engagé et c'est chose faite depuis quelques semaines. Libérer les otages français, Issoufou Mahamadou l'a dit hier à nos confrères de RFI, nous avons toujours été optimistes et c'est chose faite depuis hier. Ces 2 actions resteront à jamais gravées dans la mémoire d'une part des Maliens qui ont retrouvé leur liberté et d'autre part celle des Français ayant trouvé 4 des leurs. Quant à nous, Nigériens, nous aurons ce soir la double fierté d'être les acteurs clés de ces événements et d'être cités à l'échelon international, non pas comme un pays pauvre, sous-développé, mais un pays qui s'affirme de plus en plus dans le concert des nations. Tout cela grâce au pragmatisme et à la clairvoyance d'un homme d'État, Issoufou Mahamadou. L'actualité reste encore dominée par la libération des 4 otages français, un événement heureux qui suscite des réactions des différents acteurs nationaux. Ce soir, nous vous proposons 2 réactions. Suivons d'abord celle de l'acteur de la société civile, Nuhu Arzika. Nous avons ressenti un vrai sentiment de joie et une profonde fierté intérieure en tant que Nigérien, dans la mesure où, comme vous le savez, depuis le 16 septembre 2010, où justement les ravisseurs ont bravé l'autorité nigérienne, le dispositif sécuritaire du Niger pour être dans la position d'enlever ces travailleurs de Areva, et nous n'avons jamais cessé d'avoir ça sur le cœur en tant que citoyens
parce que nous estimons que c'est une situation assez préoccupante. Mais effectivement, lorsque nous avons appris ça, nous avons véritablement senti un sentiment de fierté, surtout lorsqu'on a appris que c'est à l'initiative des autorités nigériennes, sur la base des démarches exclusives des autorités nigériennes, que finalement on a pu mettre la main sur ces ravisseurs et qu'ils aient accepté de libérer ces otages. Nous avons, en tout cas en ce qui nous concerne, nous avons trouvé que c'est quelque chose de très très important et tous les Nigériens doivent en être fiers. Nous pensons que c'est un gros cadeau que Dieu nous a fait en faisant en sorte que le Niger remonte sa côte, que le Niger reprenne sa place d'un pays digne et fier et qui est capable de pouvoir trouver des voies par lesquelles il peut être dans la position de trouver une solution à un problème assez important. Vous le savez très bien, dans le déploiement des troupes françaises au Mali et par rapport à la guerre au Mali et même leur présence aussi au Niger, entre autres, c'est aussi parce que quelque part, le gouvernement français cherche à trouver une solution par rapport à ces otages enlevés. Et que avec toute cette armada présente depuis plus d'1 an, ça n'a pas été par eux que la solution a été trouvée. C'est bien par le Niger, à travers les initiatives nigériennes, la démarche engagée par les autorités nigériennes, notamment à leur tête le président de la République. Nous estimons que cela est un motif de fierté pour nous. Et pour cela, nous estimons qu'il mérite félicitations. Tous les Nigériens doivent être fiers de ce qui vient de se passer. Et en tout cas, en ce qui nous concerne, nous sommes contents. Réaction également d'un homme politique, le président du parti nigérien de l'autogestion PNA Ouma, Sanusi Tambri-Jakou. Pour lui, le président Issoufou Mahamadou, grâce à qui cette libération a eu lieu, mérite le prix Nobel de la paix. Sanusi Tambri-Jakou. C'est un événement heureux. Et c'est un événement dont nous, les Nigériens, nous devons être fiers. Et dont eux, les Français, doivent être heureux. Et aujourd'hui, cet événement-là prouve, si besoin en est, que le chef d'État de la République du Niger, son Excellence Mohamed Issoufou, est un personnage qui a de la détermination et de la suite dans les idées. Et cette détermination et cette suite dans les idées font en sorte qu'il est en train d'engranger succès sur succès dans ses entreprises, qu'elles soient nationales ou internationales. En tout cas, s'agissant de la lutte contre le terrorisme, le président Issoufou a mis en place un stratagème, disons un système, qui a permis de découvrir les cachettes des terroristes, là où ils ont planqué leurs otages, de suivre le mouvement de ces terroristes partout où ils sont allés, et partout où ils ont disséminé les otages, et à travers le désert, et malgré toutes les violences qui s'y développent, et malgré la guerre qu'il y a eu au Mali, le président Issoufou a pu tenir et suivre exactement le mouvement des terroristes et de leurs otages. Et aujourd'hui, nous avons le résultat qui est là, bon et édifiant. Ces otages ont été libérés. Et cette libération, personne ne nie aujourd'hui qu'on la doit au président Issoufou. Vous avez entendu le président français François Hollande, il a dit qu'il remercie le président Issoufou grâce à la détermination duquel les tractations qui ont été menées et qui ont abouti à la libération de ces otages-là ont été menées. Il remercie donc le président Issoufou et les membres de son entourage et tous ceux qui l'ont aidé ici au Niger ou tous ceux qu'il a mis en mouvement pour pouvoir aboutir à ce résultat. Le François Hollande donc le félicite. En France, toute la presse le félicite. L'opinion publique le félicite. Mais en tout cas, ici même, tout le monde le félicite. Et cette libération, comme l'a écrit le Sahel de ce matin, est un soulagement pour le Niger. Non seulement un ouf de soulagement, mais un haut de bonheur, de fierté
et de gloire. Oh, nous les Nigériens, voilà ce que nous avons fait. Voilà ce que notre président a fait. Et ce matin, avec des amis, nous étions en train de commenter cet événement. Et je vous assure que nous étions des hommes politiques de la majorité et de l'opposition. Et nous sommes tombés tous d'accord sur le fait que le président Issoufou mérite le prix Nobel de la paix. Il mérite le prix Nobel de la paix. La guerre qui a été faite au Mali et ces prises de position, ce n'était pas des prises de position guerrières de quelqu'un qui voulait coûte que coûte la guerre, mais c'est de quelqu'un qui voulait la guerre pour avoir la paix. Il cherchait la paix pour le Mali, il cherchait la paix pour le Niger, il cherchait la paix pour la zone sahélo-saharienne. Et aujourd'hui, il a montré qu'il cherche la paix, puisqu'il a tout fait pour faire extraire des mains des terroristes, en tout cas des otages et des otages français. Nous en sommes fiers. Nous en sommes d'autant plus fiers que ces otages-là, ils ont été pris sur notre territoire à Arlit. Et comme l'a dit Bazoum hier, nous avons une certaine part de responsabilité dans la mesure où c'est sur notre territoire qu'ils ont été pris. Mais aujourd'hui, cette responsabilité-là, nous l'avons assumée. Qu'importe que des rançons aient été payées, que des cadeaux aient été donnés, que de l'argent ait été dépensé dans toutes les actions, dans toutes les entreprises, qu'importe. De toutes les façons, les otages ont été libérés. Et aujourd'hui, même celui qui ne connaît pas le Niger, il va connaître le Niger. Surtout en France. Et même celui qui ne connaît pas le président Issoufou, il va savoir qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Issoufou Mahamadou et qui est actuellement président de la République du Niger et non pas du Nigeria. Donc, cette action, disons, grandit le Niger, elle l'élève dans les rangs des nations et elle fait en sorte que tous les jours davantage, le nom du Niger sort. Nous remercions donc le président Issoufou de mener de telles actions qui puissent nous permettre de nous faire connaître davantage au Niger et de nous faire apprécier. Et nous sommes sûrs et certains que aujourd'hui, même les rapports entre la France et le Niger vont changer. Il y a 2-3 jours, là, il y en a qui jubilaient parce qu'ils sont contre le pouvoir. Ils disent, oh, ouais, le Niger, le gouvernement de Issoufou et Areva, ils sont en train d'avoir un bras de fer, ils sont en train de vouloir se battre et qu'on va voir ce qu'on va voir, que le Niger risque d'être sanctionné, abandonné, torturé, traîné par terre par la France, par Areva, par ceci, par cela, patatras. Et voilà, c'est le contraire qui se produit. Le Niger aujourd'hui, il monte en flèche dans l'estime de tous. Toujours dans ce cadre de libération des 4 otages français, hier, ceci a été accueilli positivement par les citoyens nigériens qui encouragent les autorités de notre pays à renforcer davantage la sécurité au niveau des frontières. Je vous propose de suivre les avis de quelques citoyens recueillis par Gérard Abdelaziz et Mohamed Adam. C'est une bonne chose que ces agents d'Areva soient libérés et que nous souhaitons que ça soit un signe de retour définitif de la paix dans la zone sahélienne. Et vraiment, ce genre de choses n'honore pas le pays. Prendre des otages, et ça freine les activités économiques, notamment l'exploitation des minéraux. Donc vraiment, dans l'avenir, nous souhaitons que ça ne recommence plus. C'est déjà bien. Peut-être ceux-là qui sont au nord, ceux qui se disent djihadistes là, sont venus à la raison. C'est une bonne chose pour le Niger, dans le cadre des efforts sur la sécurité. On voit bien que quand même le gouvernement, cette fois-ci, quand même, a réellement montré sa dynamique, puisque ça a surpris tout le monde. Et voilà que le gouvernement a vraiment fournissait des efforts. Et aujourd'hui, avec son partenaire qui est la France, je pense que la France devait revoir devait reconsidérer en fait sa position avec le Niger. Tout d'abord, je dois d'abord féliciter et encourager les autorités nigériennes qui, depuis
l'enlèvement de ces expatriés n'a cessé de fournir tous les efforts pour que leur libération soit une réalité. Aujourd'hui, c'est cette fête et c'est à l'actif des autorités de la 7e République à qui nous demandons expressément de créer toutes les conditions pour sécuriser tous les citoyens nigériens, mais aussi les étrangers qui sont au Niger. Et cette libération renforce, si besoin est, la volonté du Niger, mais aussi de ses dirigeants, de faire du Niger un havre de paix, de créer les conditions pour que le Niger, comparativement à d'autres pays, ne puisse pas servir de base aux terroristes et malfrats de tout chemin. Et cette libération, pour finir, doit interpeller tous les Nigériens pour que tous ensemble nous prenons conscience de la responsabilité qui est la nôtre en ce qui est de la sécurité des personnes et des biens sur le territoire nigérien. Et cette action, je considère que c'est vraiment une action salutaire qu'il faudrait peut-être mettre à l'actif d'un certain nombre de personnalités qui n'ont ménagé aucun effort depuis leur captivité qui dirait, en tout cas, ou qui a duré 3 ans. Et il faudrait les saluer au passage. Et je pense que l'État du Niger doit être cité en tout cas en premier lieu. Et c'est le lieu très sincèrement d'encourager et de féliciter les autorités de la 7e République parce que nous savons pertinemment qu'au nom d'un certain nombre de secrets d'État, cela n'a pas été dévoilé, mais pour ceux qui suivent l'actualité de près et qui sont peut-être dans un secret du rouage, savent que concrètement des démarches ont été entreprises pour la libération de ces Français-là. Donc en tant que citoyen nigérien, je suis très satisfait de cette libération de ces otages français et nous demandons à l'État nigérien de renforcer davantage la sécurité, en tout cas au niveau de nos frontières, qui en tout cas à tout moment peuvent être les tremplins de l'existence en tout cas de ces genres de terroristes et d'extrémistes. Suite donc de ce journal avec ces messages du président de la République adressé le premier à Abdullah Gül, président de la République de Turquie. Monsieur le Président, à l'occasion de la commémoration du 90e anniversaire de la proclamation de la République de Turquie, j'ai l'honneur d'exprimer à votre Excellence mes plus vives félicitations en ce jour qui célèbre l'avènement historique de Mustafa Kemal Atatürk, dont le précieux héritage a permis à votre pays d'enregistrer des progrès et des succès multiformes. Je tiens à vous renouveler notre appréciation pour la coopération exemplaire existant entre nos deux pays et à saluer l'engagement de la Turquie dans une coopération sud-sud et un partenariat privilégié avec l'Union africaine. En vous réitérant ma volonté d'approfondir davantage ces excellentes relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Le deuxième message est adressé à Mariano Rajoy, Premier ministre du Royaume d'Espagne. Monsieur le Premier ministre, la célébration du jour de l'Hispanité, fête nationale du Royaume d'Espagne, m'offre l'agréable occasion de vous présenter mes plus vives félicitations. À travers cette commémoration, votre peuple a choisi de célébrer la rencontre et la fusion des peuples à travers le monde. Aujourd'hui, ces valeurs confrontent si heureusement l'engagement des institutions espagnoles dans une politique d'amitié et de coopération que nous tenons à saluer. Je tiens à cet égard à vous réaffirmer ma disponibilité à œuvrer de concert avec votre Excellence au renforcement des liens de coopération grandissantes entre le Niger et le Royaume d'Espagne. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Premier ministre, l'assurance de ma haute considération. À Niamey, le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a procédé ce matin au Palais du Congrès à l'ouverture des manifestations de la 4e édition de la Journée africaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, organisée par l'Organisation des Nations Unies, ONU, l'Union africaine, le NEPAD et le gouvernement du Niger. C'était en présence des présidents des institutions de la République, des membres du gouvernement, du corps diplomatique et des leaders religieux et traditionnels. Guy Mathieu-Théa, Mahamadou Adamou. Vers la renaissance de l'Afrique, vers la réalisation du droit à une alimentation adéquate est le thème de cette journée africaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle a pour objectif de sensibiliser les parties prenantes sur l'importance d'une approche multidimensionnelle de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, de souligner l'importance et l'urgence d'institutionnaliser le droit à l'alimentation pour tous les citoyens africains et motiver l'engagement et l'action politique pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations.
Le Premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini, a indiqué que la question alimentaire et nutritionnelle constitue un des enjeux cruciaux de notre monde, car d'après les projections démographiques, la planète aura un peu plus de 9 milliards d'habitants en 2050. Il a aussi affirmé que sur les 7 milliards de personnes aujourd'hui, plus d'1 milliard n'arrivent pas à manger à leur faim. Parmi eux, 55 millions d'enfants souffrent de malnutrition aiguë, dont 19 millions de malnutrition aiguë sévère. Malgré ces chiffres alarmants, l'heure est à l'optimisme. En effet, la crise alimentaire mondiale de 2008 a sonné le réveil de la communauté internationale et depuis, nombre d'initiatives sont prises pour lutter radicalement contre la faim et la malnutrition, à savoir le programme global agriculture et sécurité alimentaire, la nouvelle alliance mondiale pour la sécurité alimentaire et la nutrition, lancée par le président Obama en 2012, et tout récemment l'initiative Alliance globale pour l'initiative Résilience au Sahel, AGIR. Sur notre continent également, les gouvernements et les populations s'impliquent davantage pour combattre la faim et la malnutrition. L'Union africaine, à travers le nouveau partenariat pour le développement, NEPAD, a mis en place le programme détaillé de développement de l'agriculture africaine, PDDA, en vue d'une approche unifiée pour développer l'agriculture, combattre la faim et assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Ce programme, actuellement en cours, enregistre déjà des résultats encourageants. Tout récemment également, en juillet 2013, nous avons assisté au lancement par la Commission de l'Union africaine, la FAO et l'Institut Lula d'un partenariat visant à vaincre la faim en Afrique d'ici à 2025. Le chef du gouvernement a aussi dit que le Niger a enregistré 16 saisons agricoles déficitaires en l'espace de 30 ans. Face à ces constats, le Niger a, suite à la crise alimentaire de 2005, mis en place un dispositif d'identification des zones vulnérables à travers la cellule de coordination du système d'alerte précoce et de prévention des catastrophes. Ce dispositif national examine la situation d'ensemble des départements et communes, chefs-lieux des régions, à partir de chacun des indicateurs suivants: la pluviométrie, la production de l'agriculture vivrière, la situation de l'agriculture de rente et la situation pastorale. Il examine aussi les sources de revenus secondaires, l'état des marchés, la nutrition, les éléments d'alerte, les capacités d'ajustement et le diagnostic de l'année précédente. Mais au-delà du constat et des solutions d'urgence, mon pays s'est engagé depuis 2 ans, conformément à la vision de son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, dans une voie novatrice, en s'attaquant véritablement aux causes structurelles des problèmes alimentaires et nutritionnels du pays. Le pari est osé, le défi est de taille. Le président de la République, soutenu par l'ensemble du peuple nigérien, est fermement déterminé à y faire face. Tous les Nigériens, pensons-nous, doivent être en mesure d'accéder à la nourriture en quantité et en qualité suffisante pour répondre à leurs besoins nutritionnels et ainsi préserver leur santé sur une base quotidienne et dans la dignité. Pour cela, nous nous sommes engagés à bâtir la résilience de nos concitoyens les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire. L'ambition du président de la République est qu'à terme, au Niger, plus jamais sécheresse ne soit synonyme de famine. Et c'est pourquoi il a lancé dès son accession au pouvoir en avril 2011 l'initiative 3N. Les Nigériens
nourrissent les Nigériens. L'initiative 3N est constituée d'une stratégie et d'un plan d'investissement pour la période 2012-2015, évalué à environ 1000 milliards de francs CFA, soit 2 milliards de dollars. Ce plan d'investissement est actuellement en cours d'exécution dans le cadre du plan de développement économique et social PDS 2012-2015. C'est l'occasion pour moi de saluer et féliciter nos partenaires au développement qui nous ont fortement soutenus lors de la table ronde tenue à Paris en novembre 2012. L'initiative 3N repose sur un ensemble d'actions et de mesures permettant au Niger de faire un saut qualitatif vers la réalisation de la sécurité alimentaire et l'éradication de la malnutrition en se fondant principalement, d'une part, sur l'amélioration de la productivité de l'exploitation agricole familiale sur laquelle repose notre secteur agricole, et d'autre part, l'augmentation des capacités de résilience des couches vulnérables de la population, notamment les femmes et les enfants, sans sacrifier pour autant les potentialités productives de nos écosystèmes. L'initiative 3N comporte, faut-il le rappeler, 5 axes qui sont l'accroissement et la diversification des productions agricoles, pastorales et halieutiques. Deuxièmement, l'approvisionnement régulier des marchés ruraux et urbains en produits agricoles et agroalimentaires. Troisièmement, l'amélioration de la résilience des Nigériens face aux changements climatiques et aux crises et catastrophes. Quatrièmement, l'amélioration de l'état nutritionnel des Nigériens. Et cinquièmement, la création d'un environnement favorable à la sécurité alimentaire et au développement agricole durable. En célébrant la 4e édition de la Journée africaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, nous sommes conviés à réfléchir ensemble autour du pertinent thème, à savoir vers la renaissance de l'Afrique, vers la réalisation du droit à une alimentation adéquate. Les spécialistes et experts que vous êtes auraient à vous pencher sur cette double préoccupation. Le gouvernement attend de vos réflexions et échanges des propositions de recommandations pratiques, concrètes et réalistes. Je sais que le chantier est vaste. Je sais que les attentes sont fortes. Je sais que les urgences sont pressantes. Je sais aussi que les moyens et le temps sont limités. Mais je mesure aussi, et avec satisfaction, l'enthousiasme des uns et la détermination des autres à prendre une part active à ce débat d'une pertinente actualité et à contribuer significativement à la recherche des solutions à nos problèmes posés. Je me félicite de ce que ce débat soit ouvert aux décideurs politiques, aux partenaires de coopération, aux chercheurs, aux cadres techniques, aux acteurs locaux de développement, à la société civile, aux ONG, aux producteurs, aux consommateurs et aux industriels, bref, à tous les acteurs concernés par l'épineuse question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de l'Afrique. Brigitte Raffini a enfin salué la présence d'éminents spécialistes et experts qui ont fait le déplacement de Niamey avant de procéder à l'ouverture des manifestations commémoratives de cette journée. Après le mot de bienvenue du gouverneur de la région de Niamey, du coordonnateur du système des Nations Unies au Niger, ainsi que les messages du secrétaire exécutif du NEPAD et de la présidente de la Commission de l'Union africaine, lus par leurs représentantes, tous ont successivement évoqué l'initiative prise pour lutter radicalement contre la faim et la malnutrition. L'Afrique de l'Ouest est l'une des régions les plus touchées par l'insécurité alimentaire. Au niveau de la CEDEAO, nous pensons qu'il y a une importante partie de la population qui est touchée par l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Libérer donc les populations de la faim et de la malnutrition fait partie des objectifs fondamentaux du système des Nations Unies.
Ces dernières années donc ont connu une importante augmentation du nombre de pays qui ont inclus le droit à une alimentation adéquate dans leur constitution nationale ou leur loi fondamentale, grâce à des modifications constitutionnelles ou à des réformes juridiques. Je suis heureux de souligner ici que le Niger en fait partie. Son Excellence, la présidente de la Commission de l'Union africaine, m'a chargé d'adresser ses sincères remerciements au bureau de la présidence, au gouvernement et au peuple du Niger pour tous les efforts consentis pour l'excellente organisation de la commémoration de la 4e journée africaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Elle remercie également les partenaires au développement ainsi que le corps diplomatique pour leur participation effective aux travaux préparatifs de cet important événement. Ceci démontre clairement que le Niger est déterminé à régler la faim, la malnutrition des enfants et l'insécurité alimentaire dans les annales de l'histoire. La Commission de l'Union africaine se tient fermement à côté du Niger dans cette noble cause. Le Premier ministre a ensuite reçu le rapport 2013 sur le coût de la faim en Afrique avant de procéder à la visite des stands. Il s'est rendu notamment dans le stand de Tech Innov, une entreprise nigérienne qui a gagné récemment le Grand Prix Orange de l'entrepreneur en mettant au point un système de télé-irrigation permettant le pilotage à distance via le réseau mobile, l'irrigation des champs agricoles. Le ministre d'État, ministre du Plan de l'Aménagement du Territoire, Amadou Boubacar Sissé, a tenu une réunion cet après-midi à Niamey avec les partenaires techniques et financiers du projet de réalisation du barrage de Kandaji. L'objectif de la réunion est d'aller au-delà des points conclus à la réunion de Washington aux États-Unis, a-t-il précisé. Mahmoud Idrissa Mega. Il s'agit principalement d'abord de faire le point des conclusions de l'audit technique qui a été financé par vos soins, en particulier par la Banque islamique de développement, et de passer donc à l'évaluation globale de ces travaux, définir aussi les conditions de bouclage du financement complémentaire et surtout de la reprise des travaux dans les meilleurs délais. Donc voilà un peu, de mon point de vue, les points sur lesquels nous souhaitons arriver donc à une conclusion heureuse, nous l'espérons, de ces discussions qui vont se tenir tout au long donc de cette semaine. Ouverture officielle le mardi 29 octobre 2013 à Bruxelles, en Belgique, du séminaire de programmation du 11e FED pour l'Afrique de l'Ouest. Une rencontre qui regroupe les représentants des pays membres de l'espace UEMOA et CEDEAO et les experts de l'Union européenne et qui a pour objectif de mener une réflexion approfondie sur la mise en œuvre d'une nouvelle politique de développement en Afrique de l'Ouest. Le ministre des Finances Jules Bayé, ordonnateur principal du programme FED pour le Niger, prend part aux travaux de cette importante rencontre de Bruxelles. Abdoulaye Tchimogo. Arrivé le lundi en fin de matinée à Bruxelles, le ministre des Finances, M. Jules Bayé, a pris part le mardi 29 octobre 2013 au séminaire de programmation du 11e FED pour l'Afrique de l'Ouest. Une réunion qui regroupe les représentants des pays de l'espace UEMOA et CEDEAO et les experts de l'Union européenne en vue d'approfondir une réflexion sur la mise en œuvre d'une nouvelle politique de développement pour un plus grand impact de l'Union européenne dans ses multiples interventions en Afrique de l'Ouest. L'ambassadeur du Niger au Royaume de Belgique et auprès de l'Union européenne, M. Illo Adani, qui assiste aux travaux de cette importante rencontre des grands argentiers de l'espace communautaire ouest-africain, donne la teneur des grands axes de discussion du séminaire de programmation de ce 11e FED, le Fonds européen de développement, très attendu ici à Bruxelles. Il s'agit principalement de définir le cadre financier 2014-2020 qui servira de base au programme indicatif national de chacun des États de la CEDEAO, mais également du programme indicatif régional qui, lui, permettra de concevoir les projets que nous avons en commun au niveau de la sous-région. Aujourd'hui, il est
déterminer que, concernant notamment les pays du Sahel et les pays de manière globale de l'Afrique de l'Ouest, il y a un lien intime entre les questions de développement et celles de la sécurité. Des discussions qui se poursuivront jusqu'au jeudi 31 octobre 2013 avec la tenue de plusieurs tables rondes sectorielles dont entre autres celles sur le défi du Sahel, la bonne gouvernance, le mixage prêt-don pour le financement des infrastructures ou encore quel type de coopération régionale pour la paix et la sécurité en Afrique de l'Ouest. Des thèmes d'actualité qui porteront à coup sûr un changement qualitatif dans la vie des populations de l'espace communautaire en proie à de multiples défis. Quel sera l'apport de ce 11e FED pour le Niger? La réponse de l'ambassadeur Illo Adani qui parle des priorités de ce programme pour notre pays. En ce qui concerne le Niger, cette rencontre permet de définir de manière beaucoup plus précise les axes d'intervention du programme éducatif national pour l'exercice 2014-2020, exercice qui couvre la période de mise en œuvre du plan de développement économique et social du Niger et notamment aussi du programme 3N. Donc il ressort de cet exercice d'aujourd'hui que l'Union européenne se concentre principalement dans 3 secteurs d'activité au niveau des pays de l'Afrique de l'Ouest. Mais de manière très spécifique, le Niger, lui, bénéficiera de 4 secteurs d'intervention, à savoir le secteur de la sécurité alimentaire et de la résilience en appui au programme 3N. Le deuxième secteur va être le secteur d'intervention au niveau des secteurs sociaux, notamment ceux relatifs à l'éducation et à la santé. Le troisième secteur, c'est celui de la sécurité et du maintien de la paix, qui devient donc un programme important, un axe d'intervention important et spécifique. Et enfin, un 4e secteur qui est celui des infrastructures, notamment infrastructures qui consisteraient à réduire davantage le désenclavement du pays. A noter que le ministre des Finances est accompagné à cette importante rencontre du coordinateur national du programme FED au Niger et d'un représentant de l'initiative 3N. Le ministre de la Santé publique Manoua Gali a effectué cet après-midi une visite au centre de dialyse de l'hôpital national de Lamordé à Niamey, voir de près le fonctionnement et les conditions de travail de ce centre. Il était accompagné par les représentants de l'OMS et de l'UNICEF au Niger. Joari Saka, Mohamedou Adam. Ce centre accueille des patients en souffrance rénale et admis pour la dialyse. Les patients dont la tranche d'âge se situe entre 30 et 40 ans sont majoritaires. Il est d'une importance capitale vu l'évolution de la maladie. Le centre de dialyse dispose de 14 générateurs de dialyse fonctionnels. Ce sont ces générateurs qui permettent le traitement de sang des patients. Des salles de dialyse, une usine de traitement d'eau car l'opération de dialyse nécessite l'utilisation d'une eau de qualité et une salle d'hospitalisation. Cette visite du ministre de la Santé lui a permis de voir les conditions dans lesquelles se trouve le centre. Il s'agit d'un centre à soutenir. Ils ont posé la question, les problèmes des machines, de certaines machines qui sont en panne, d'autres qui sont en voie de l'être. Donc il s'agit de tenir compte de cela et d'agir rapidement. Mais franchement, je suis agréablement surpris par la qualité de la présentation faite par le directeur du centre. Donc je pense qu'il mérite notre attention, il mérite notre soutien, nos encouragements. Pour le directeur du centre, il a souligné l'importance de la dialyse pour les patients et remercié les efforts du gouvernement. Il souhaite un apport en matériel pour l'efficacité du centre. Le coût de la dialyse, mais en réalité les patients, ils payent combien? Les patients ne payent pratiquement pas grand-chose. Ils ont un forfait, en tout cas jusqu'à maintenant, qu'on demande qui est de l'équivalent de 3 séances de dialyse. La personne, en dehors de ce forfait, il n'a plus rien à payer. Vous voyez, aujourd'hui, quelqu'un qui dialyse, un exemple, 5 ans, il a eu 104 séances de dialyse au cours de l'année. Pendant 5 ans, ça lui fait 500 séances de dialyse. 500 séances de dialyse, pour vous chiffrer en coût réel, c'est à peu près 5 millions par an, multiplié par 5, ça fait 25 millions. Or, il n'a payé que, je vous dis, 150 000 francs. Donc franchement, c'est là qu'il faut saluer l'effort de l'État qui assure justement la pérennité de l'existence des consommables. On n'a pas de problème dans ce sens. Mais par contre,
le gros matériel qui commence à prendre de l'âge, il faut songer à le renouveler. Le nombre de malades augmentant, il faut augmenter les générateurs de dialyse. Je disais tantôt qu'un générateur de dialyse, c'est 9 patients. Si le nombre qu'on a actuellement, les 15, nous avons à peu près 131 patients. Mais pour recruter de nouveaux patients, il faut des nouvelles machines. Vous voyez bien. Et il faut aller dans le sens le deuxième aspect de la prise en charge, sont ce qu'on appelle les facteurs de comorbidité de l'insuffisance rénale. La dialyse, c'est le traitement de base. Si on ne dialyse pas un insuffisant rénal chronique au stade terminal, la vie n'est pas possible. Quand on dialyse, on vit. À toutes ces préoccupations, M. Manoua Gali a répondu favorablement et compte leur apporter les soutiens nécessaires pour le bon fonctionnement du centre de dialyse de Niamey. Le ministère de l'Enseignement supérieur a quant à lui séjourné du 28 au 29 octobre à Sokoto, en République fédérale du Nigeria, où il a assisté à la cérémonie inaugurale de l'Université de l'État de Sokoto, une université construite sur fonds propres de cet État. Asmatijani Yazirabio. Cette fête grandiose marque l'inauguration de Sokoto State University. D'une capacité de 1000 étudiants, cette université a été construite puis équipée sur fonds propres de l'État de Sokoto. Occasion pour Abdussalami Aboubakar et le général Mahamadou Buhari, tous anciens présidents de la République fédérale du Nigeria, de féliciter vivement et d'encourager Ali Omaga Takardao Moko, gouverneur de Sokoto, pour cette importante réalisation en faveur de la jeunesse. En prenant la parole à son tour, le gouverneur Ali Omaga Takardao Moko s'est dit réjoui de voir son rêve devenu aujourd'hui une réalité. Il a affirmé que l'État de Sokoto ne ménagera aucun effort pour le rayonnement de l'éducation au Nigeria en général et à Sokoto en particulier. Le Niger a été représenté à cette cérémonie par le ministre de l'Enseignement supérieur Asman Abdou, du gouverneur de la région de Tawa Salifou Bormo, du président du conseil régional de Tawa Ilou Adamou, du préfet de Koni, de l'honorable chef du canton de Koni et de plusieurs cadres du ministère de tutelle. La présence de cette forte délégation du Niger à cette cérémonie témoigne de l'excellence des relations séculaires de fraternité et de bon voisinage qui unissent nos deux peuples liés par l'histoire et la géographie. Dans son intervention, le ministre de l'Enseignement supérieur Asman Abdou a remercié le gouverneur de Sokoto Ali Omaga Takardao Moko pour l'accueil empreint d'hospitalité et de chaleur dont la délégation du Niger a fait l'objet. La création de cette université, dira Asman Abdou, va sans doute favoriser l'intégration africaine très chère à nos deux chefs d'État. J'ai nommé Goodluck Jonathan, président de la République fédérale du Nigeria, et Issoufou Mamadou, président de la République du Niger. Le ministre Asman Abdou a au terme de son propos réitéré ses remerciements et toute sa gratitude à l'endroit de l'État de Sokoto pour avoir pris la décision salvatrice de reprendre et de bitumer des routes dans les régions de Tawa et Maradi. La cérémonie a pris fin par la coupure du ruban, suivie d'une visite guidée des locaux flambant neufs avec toutes les commodités requises. Le ministre de la Jeunesse et des Sports Abdelkarim Damalam a officiellement procédé ce matin à la remise des matériels informatiques à 4 centres de jeunes de la capitale, un don qui va renforcer l'opération d'émaillage de ces centres de Niamey. Mahamadou Djingare, Léoli Yahya. Dans le cadre du maillage des centres des jeunes initié par l'ambassade de France au Niger, sur demande du ministère de la Jeunesse et des Sports, plusieurs centres seront rénovés. L'opération a déjà commencé avec 4 centres de jeunes à Niamey. C'est pour emboîter le pas à l'ambassade de France que le ministère en charge de la jeunesse a décidé d'accompagner cette rénovation avec un apport en matériel informatique. Tout ceci afin que ces jeunes puissent trouver un cadre parfait d'intégration à la vie socio-économique du pays. Nous avons commencé par les 4 centres de Niamey parce que tout simplement nous sommes en train de rénover 11 au total avant donc d'attaquer en 2014 donc une autre étape pour continuer donc les rénovations. Nous avons l'ambassade donc de France qui nous accompagne dans ces rénovations. Il faut bien que le Niger également montre sa bonne volonté et sa participation donc, dans les réflexions de ces centres-là. C'est pour cela que ce matin, nous avons décidé donc, de doter les 4 centres de Niamey
Ensuite, dès que les autres centres, la rénovation va finir, parce que c'est déjà commencé, ils vont également recevoir leur lot. Le ministre Abdul Karim Damalam a aussi précisé que toutes les anciennes maisons de Samaria seront transformées en centres de jeunes. Nous avons l'intention de transformer toutes les anciennes maisons de Samaria donc en centres pour jeunes, pour que, comme je le disais lors de ma prise de fonction, les jeunes n'aient plus à rester autour des fadas, mais plutôt à avoir un endroit où ils peuvent apprendre à faire quelque chose, où ils peuvent apprendre à réfléchir positivement. C'est en cela donc que consiste en tout cas notre politique, la politique de la Renaissance et la politique du premier responsable de ce pays, j'ai nommé son Excellence, M. Mahamadou Issoufou, président de la République, comme l'a déjà dit dans sa DPG le Premier ministre Birji Rafini. Il est à noter enfin que ce don en matériel informatique estimé à plus de 9 millions de francs CFA ira renforcer les capacités des 4 centres de jeunes de la capitale. Cérémonie officielle de lancement ce matin à Niamey des rencontres de sensibilisation des jeunes sur la prévention de l'extrémisme violent et la mise en place des comités régionaux des jeunes médiateurs pour la paix. C'est le ministère de la Jeunesse et des Sports qui a présidé la cérémonie de lancement des travaux. Mamoudou Idrissa Mega et Hadiza Hamidine. Cette rencontre régionale de sensibilisation des jeunes sur la prévention de l'extrémisme violent, suivie de la mise en place des comités des jeunes médiateurs pour la paix, a vu la participation massive et active des jeunes Nigériens qui veulent faire entendre leur voix et dire non à l'extrémisme violent. C'est le Conseil national de la jeunesse qui a organisé la rencontre avec l'appui financier de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Niger et le soutien de la haute autorité à la consolidation de la paix. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, chers participants, l'objectif général de cette rencontre est de sensibiliser les jeunes leaders des 8 régions du Niger, et notamment les régions exposées au risque d'instabilité, à combattre l'extrémisme violent et à mettre en place des comités de jeunes médiateurs de la paix. La paix, gage de tout développement. Ensuite, un livret avec des messages de paix sera conçu sur la base des différentes propositions issues des 8 rencontres régionales. Et pour finir, des messages vidéo sur la paix par des jeunes leaders qui se feront distinguer seront également conçus et diffusés sur les médias. Plusieurs allocutions ont eu lieu, dont notamment celle du chargé des affaires de l'ambassade des USA, qui a prodigué des sages conseils à l'endroit des jeunes, ou encore celle du messager de la paix, qui a appelé ses frères jeunes à plus d'engagement pour la paix, la tolérance et la solidarité. Quant au ministre de la Jeunesse et des Sports, après avoir présenté le contexte national et international dans lequel évolue la jeunesse nigérienne, a relevé le rôle important que celui peut jouer dans la promotion de la paix et le développement du pays. Ces rencontres ont pour objectif d'impliquer la jeunesse dans des actions visant à contrer l'extrémisme violent dans notre pays et surtout dans les régions à risque citées plus haut. En plus, elles contribueront à faire prendre conscience aux jeunes leaders nigériens de l'importance et de leur rôle dans la consolidation de la paix et la nécessité de jouer ce rôle de façon solidaire, constructive et permanente aux côtés des autres entités impliquées dans ce processus. Notez que cette rencontre de sensibilisation de la jeunesse se déroule actuellement dans toutes les 8 régions du pays, l'objectif étant de faire des jeunes les artisans de la paix au Niger. D'une cérémonie à une autre, cette fois-ci celle d'inauguration de l'hôtel résidence Fahel cet après-midi au quartier Kwarakano. C'est la ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mme Yahya Bare Awa Abdou, qui a présidé la dite cérémonie en présence de plusieurs membres du gouvernement, des ambassadeurs et représentants des missions accréditées au Niger, de la promotrice et directrice générale de l'hôtel résidence Fahel et de plusieurs autres invités de marque. Nous y reviendrons plus en détail dans notre édition de demain.
Le ministre de la Culture, des Arts et Loisirs a quant à lui procédé ce matin au centre culturel Oumar Ouganda, CCOG de Niamey, à l'installation des membres du comité d'organisation de la première foire des entreprises et industries culturelles du Niger. Cet événement majeur dans le secteur de la culture vise à créer une réelle économie autour des entreprises et industries culturelles. Ouattara Moussa, Hamani Seni. L'idée de l'organisation de la première foire des entreprises et industries culturelles du Niger a été émise par le ministère en charge de la culture en 2007. Ce projet se concrétise aujourd'hui et est conduit par l'APEC. L'Agence de promotion des entreprises et industries culturelles, structure de premier ordre dans le développement de l'entrepreneuriat culturel au Niger, se veut originale dans la nouvelle approche sur l'économie de la culture. Cette jeune structure porteuse du présent projet de foire mérite le soutien de mon département ministériel, des bailleurs de fonds et des sponsors pour qu'ensemble, nous puissions rendre ce projet réalisable et bénéfique pour nos petites et moyennes entreprises du domaine culturel. Votre présence au sein de ce comité pour conduire et réaliser ce projet n'est pas fortuite. Elle découle d'un choix judicieux sur vos compétences intrinsèques qui ont fait de vous des professionnels en la matière. Pour cela, je vous invite à donner le meilleur de vous-même pour qu'ensemble, nous puissions rapidement relever le défi, celui de générer des productions culturelles haut de gamme, donc compétitives, tant sur le plan national qu'international. Avec l'installation ce matin des membres du comité d'organisation de cette première foire des entreprises et industries culturelles du Niger, cet événement se précise. Je voudrais vous faire le point des préparatifs à ce jour de l'organisation de la foire, objet de la présente rencontre. Il s'agit donc du mois d'avril à aujourd'hui. Donc après la finalisation du dossier de la foire, nous avons organisé plusieurs rencontres d'information et de sensibilisation autour du projet, l'ambition du ministère de la Culture, des Arts et des Loisirs à travers l'APEC qui est d'inculquer aux Nigériens une perception économique de la culture, créatrice de richesses et d'emplois, de désenclaver la culture en faisant en sorte qu'elle soit présente dans toutes les politiques, plans, stratégies, programmes et projets de développement économique et social des populations. Cette première foire culturelle qui se tiendra du 30 janvier au 3 février 2014 à Niamey s'inscrit dans le processus engagé par le ministère de la Culture, des Arts et Loisirs de faire des entreprises et industries culturelles du Niger un puissant levier de développement économique et social. Lancement aujourd'hui depuis Dakar au Sénégal de la 4e édition du prix Abdoulaye Fadiga pour la promotion de la recherche économique, une initiative de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO visant à promouvoir et à renforcer la recherche économique dans les États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. C'est Soumela Ibrahim Askouchiprela. C'est parti pour la 4e édition du prix Abdoulaye Fadiga du nom du premier gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Pour ne rien rater de cet événement important, les différents responsables de la BCEAO dans l'espace UEMOA avaient les yeux rivés d'abord sur Cotonou pour s'enquérir du programme du cérémonial, puis Dakar où s'est tenu son lancement officiel. Au-delà de la promotion de la recherche, le prix Abdoulaye Fadiga met en évidence l'importance de la recherche dans le processus de réflexion et de décision des autorités de nos États dans les domaines économiques, monétaires et financiers. Ainsi, les résultats des travaux de recherche permettent-ils d'éclairer la BCEAO sur des questions majeures qui concernent la structure de nos économies, mais également la conduite de la politique monétaire. Depuis 2008, la Banque centrale organise ce prix Abdoulaye Fadiga tous les 2 ans en vue de récompenser des jeunes chercheurs dont les travaux particulièrement remarquables auront apporté un éclairage nouveau sur la politique monétaire ou les politiques économiques des pays de l'Union. Lors de la 3e édition du prix Abdoulaye Fadiga, mesdames et messieurs, qui a coïncidé avec la commémoration du 50e anniversaire de la BCEAO, j'avais introduit des changements majeurs
pour la présente édition, j'ai décidé de reconduire ces mêmes dispositions. Il s'agit notamment des prix qui sont attribués et ainsi, en plus du prix Aboulaye Fadiga d'une valeur de 10 millions de francs CFA, un prix d'encouragement de 5 millions de francs CFA sera attribué à l'article placé en deuxième position et les lauréats auront en outre la possibilité de faire des séjours de recherche à la BCAO selon des formules que nous laissons à leur entière disposition. La compétition est ouverte. Je souhaite ardemment qu'elle soit une source d'émulation, marquée du sceau de la transparence, marquée du sceau de la rigueur et de l'excellence, qui sont ces vertus dont la BCAO a fait son credo afin de réussir la mission que les États lui ont confiée. Le lauréat de la toute première édition du prix Abdoulaye Fadiga, qui est à sa 4e édition, M. Oumarou El Haj Nasser Aritanimoun, est de nationalité nigérienne et réside au Canada où il est professeur à l'université d'Ottawa. Alors, vivement un prochain lauréat nigérien. À l'occasion du 90e anniversaire de la proclamation de la République de Turquie, le diplomate turc accrédité dans notre pays, Dr Hassan Olusey et son épouse ont offert hier soir une réception. Le médiateur de la République, Chef Amadou, des membres du gouvernement, dont le ministère d'État en charge des affaires étrangères et de la coopération, Bazoum Mohamed, faisait partie des convives. Gérard Abdelaziz, Issaka Issa. La République de la Turquie a été créée en 1923 suite à la guerre de libération menée par le vaillant peuple turc. C'est pour commémorer cet important événement de l'histoire et de la vie de la nation turque qui a fait aujourd'hui de la Turquie un pays émergent que l'ambassadeur Dr Hassan Olusey et son épouse ont offert cette réception. L'occasion a été saisie par le diplomate turc pour saluer la coopération et les liens d'amitié et de fraternité qui unissent la Turquie au Niger. Bienvenue à la maison turque. Barkada Zuba, je vous dis Kubeyni and Marhaba. Je vais améliorer mon langue du Niger, Inch'Allah, avec votre coopération. Nous sommes aujourd'hui ensemble avec les frères et sœurs nigériennes, nous avons fait plusieurs progrès, plusieurs engagements au Niger depuis la création de notre ambassade. Mais c'est toujours c'est tout à fait normal pour nous parce que nous avons fait un engagement politique pour d'être ici avec les frères et sœurs nigériennes pour partager leur solidarité pour ces efforts du gouvernement nigérien pour leur développement durable. La coopération fraternelle entre la Turquie et le Niger va se poursuivre, a ajouté Dr Hassan Olusey. Il faut rappeler que rien que ce mardi, ce sont 6 000 tonnes de vivres que ce pays a remis aux autorités nigériennes pour aider les victimes des inondations. La Croix-Rouge nigérienne a organisé ce matin une campagne de sensibilisation sur la protection de l'ensemble de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au Niger. Cette campagne s'est déroulée à la section régionale de la Croix-Rouge de Niamey et vise les volontaires de la Croix-Rouge nigérienne. Djouari Issaka, Sani Issouf. 4 emblèmes sont reconnus. Il s'agit de la Croix-Rouge, du Croissant-Rouge, les lions au soleil rouge et le cristal rouge. Ces emblèmes sont utilisés uniquement à titre indicatif et protecteur par le personnel, la logistique ou bâtiment de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Cependant, on assiste à un abus d'usage de ces emblèmes, souvent des imitations graves qui sont intolérables. En situation de conflit ou d'intervention humanitaire, le personnel ou la logistique ou les bâtiments estampillés emblèmes de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge sont épargnés et protégés. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui est sans nul doute
d'une importance capitale pour la Croix-Rouge nigérienne, pour les populations aussi nigériennes, car elle intervient après la tournée que nous avions entreprise l'année dernière au niveau des comités régionaux sur la loi relative à la protection de l'emblème de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans notre pays. Elle intervient aussi après les séances de sensibilisation et de diffusion organisées à l'intention des forces de défense et de sécurité, des professionnels de la santé, des tradis praticiens et des responsables régionaux de la Croix-Rouge. En organisant donc la cérémonie d'aujourd'hui, la Croix-Rouge nigérienne entend familiariser les membres des sous-comités régionaux sur le contenu de la loi et la protection des emblèmes. Elle entend également, avec l'État, protéger désormais ces signes qui, en temps de conflits armés, sont la manifestation visible de la protection accordée par les conventions de Genève aux membres des services de santé des armées, aux volontaires de la Croix-Rouge, aux délégués du CICR, aux hôpitaux, aux postes de secours ou aux moyens de transport sanitaire, pour ne citer que ces cas-là. Une projection a permis aux volontaires de la section régionale de Niamey de connaître l'importance des emblèmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et surtout l'historique de ces emblèmes et leur rôle dans l'exercice de leur mission. Au terme de sa mission de suivi et de supervision de la mise en place et de la distribution des vivres aux victimes d'inondations de l'année 2013, au titre de la région de Tillabéri, une réunion de synthèse a regroupé le lundi dernier autorités administratives, les membres du comité technique national de suivi des inondations, ceux du comité régional élargi aux partenaires ayant apporté des réponses aux sinistrés. Plus de détails avec Sakari Maman. 5 jours durant la mission de suivi et de supervision de la mise en place des réponses aux victimes d'inondations 2013 au titre de la région de Tillabéri, conduite par la conseillère spéciale du Premier ministre aux actions humanitaires et sociales, présidente du comité technique national, a sillonné plusieurs localités. Objectif, se rendre sur le terrain, constater de visu la mise en place et ou la distribution des vivres et des non-vivres apportés par l'État et ses partenaires aux sinistrés. De Makalondi dans le département de Torodi, à Djadja dans le département de Tillabéri, en passant par la commune de Tamou dans le département de Saï, celle de Tagazar, département de Baleara, et la commune d'Abala dans le département du même nom, les membres de la mission ont pu échanger avec les bénéficiaires ainsi que les responsables communaux, ce qui aura permis à la mission d'apprécier les conditions dans lesquelles sont utilisées ces réponses. Au cours d'une réunion de synthèse présidée par la conseillère spéciale du Premier ministre aux actions humanitaires et sociales, Mme Yahya Saadatou Malambarmou, et à la lumière de la présentation faite, le ressort que les vivres ont été globalement positionnés dans les chefs-lieux des communes. La distribution a démarré au niveau de certaines localités visitées. À toutes les étapes, les bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction à l'endroit du gouvernement et de ses partenaires. Les membres de la mission ont également, au regard des doléances des populations relevées ça et là, et compte tenu de la forte vulnérabilité des ménages et les dégâts causés par les inondations sur les cultures, ils recommandent l'accélération de la mise en œuvre des cultures irriguées, le lancement des activités génératrices de revenus, la poursuite des opérations de relogement des ménages situés dans les zones inondables, la construction et la réhabilitation des infrastructures endommagées. Intervenant au cours de cette réunion, le gouverneur de la région a, au nom de la population, remercié et félicité la mission pour le travail abattu. Djabiri Hassimi se félicite également de la promptitude avec laquelle les partenaires ont apporté les réponses adéquates à l'endroit des sinistrés avant de rassurer la mission que le suivi sera poursuivi. Pour sa part, Mme Yahya Saadatou Malambarmou, conseillère spéciale du Premier ministre en charge des questions humanitaires et sociales, a mis cette circonstance à profit pour exhorter les membres du comité régional à mener une forte sensibilisation de la population. Il faut aussi continuer à sensibiliser la population par rapport à cette problématique des inondations qui est fortement liée au changement climatique et nous devons nous adapter. Ce qui retient le plus mon attention, c'est l'étendue des dégâts. Ce qui retient aussi mon attention, c'est qu'il y a beaucoup de ménages qui sont encore dans des zones inondables. La forte sensibilisation s'impose pour sécuriser ces ménages et pour empêcher qu'ils ne soient à nouveau confrontés à des inondations. C'est malheureusement une dynamique qui se renforce, qui pose beaucoup de problèmes
qui cause beaucoup de dégâts et qui demande énormément de moyens, particulièrement pour la région de Tillabéri. L'assistance apportée aux sinistrés a permis donc de sécuriser les ménages pendant le temps. À cet effet, le comité régional et les comités sous-régionaux et communaux adressent le remerciement au comité interministériel de suivi des inondations, au comité technique national de prévention, gestion et suivi des inondations, ainsi qu'aux différents partenaires. Dans la région de Difa, PDF 2, le projet P à travers le développement, la phase 2 de l'USAID, a procédé hier à la remise officielle d'un important appui à la création d'une bibliothèque scolaire au siège de Bosso. Et c'est le secrétaire général de la préfecture de la dite entité qui a réceptionné ceux dont Adraman Boukari et Harouna Sanda. Cette cérémonie officielle consacrée à la remise officielle d'un appui à la création d'une bibliothèque scolaire au CEG de Bosso afin de soutenir les efforts de l'État dans le domaine de l'éducation, intervenue hier, s'est déroulée en présence des autorités administratives, communales et coutumières, des responsables régionaux en charge de l'enseignement, du coordonnateur régional du projet P à travers le développement et de plusieurs invités. Dans la série des allocutions prononcées à cette occasion, ponctuée également par une série de prestations artistiques et culturelles animées par la troupe Miroir, outre celle de bienvenue du maire de la commune rurale de Bosso, M. Bako El Haji Mustafa, qui s'est fortement réjoui du choix porté sur son entité pour recevoir ce don. L'on retiendra d'abord celle du coordonnateur du projet Paix à travers le développement, M. Talba Ibrahim, qui a précisé que cet appui, composé d'une importante quantité de romans, de la littérature à tout niveau confondu, des tables, des bancs, des armoires et des chaises, qui s'élèvent à plus d'1,5 million de francs CFA, s'inscrit dans l'objectif 1 de son institution, qui consiste à autonomiser les jeunes à travers l'accès à l'éducation, bref, à réduire les risques d'instabilité et à accroître la résilience communautaire. À travers cette cérémonie, ajouté M. Talba Ibrahim, le PDF 2 s'engage aux côtés du gouvernement nigérien en apportant sa modeste contribution à travers ce don du peuple américain aux élèves du CEG de Bosso, et cela conformément au programme décennal de l'éducation. Pour le directeur régional des enseignements secondaires, M. Bohari Medawaki, ce don venu à point nommé contribuera à renforcer les capacités intellectuelles des élèves. C'est pourquoi il a, au nom des bénéficiaires et du sien propre, exprimé toute sa profonde gratitude et reconnaissance totale au PDF 2, qui d'ailleurs n'est pas à son début pour ce genre d'intervention en faveur des établissements scolaires. Abondant dans le même sens, le secrétaire régional de la préfecture de Bosso, M. Lamine Ousmane, a saisi cette opportunité pour rappeler d'abord que ce geste cadre parfaitement avec les préoccupations des autorités de la 7e République qui font de l'éducation une de leurs priorités, avant de rassurer le PDF 2 que ce don qui ira droit aux légitimes bénéficiaires sera utilisé à bon escient. La remise officielle d'un échantillon des livres au secrétaire régional de la préfecture de Bosso, M. Lamine Ousmane, qui s'en est suivi, a par la suite donné place à la visite guidée de la bibliothèque, ce qui du reste a permis aux uns et aux autres d'apprécier l'apport significatif de ce geste en faveur de cet établissement. Le gouverneur de la région d'Agadez était le week-end dernier dans le département d'Arlit pour une mission de travail. Dans cette cité minière, le colonel-major Gerba Mekudo s'est rendu entre autres au niveau du chantier de construction de l'hôpital de district en vue de constater de visu l'avancement des travaux engagés. Nassour Nhakale, Hachim Mohamed. Pour améliorer la couverture sanitaire des populations d'Arlit et ses environs, l'État a décidé de doter le département d'Arlit d'un hôpital de référence. Ce complexe d'une vingtaine de blocs est visible entre la ville d'Arlit et Cominac. Il aura coûté près d'1,5 milliard sur financement 8e fête. En visitant en compagnie du préfet d'Arlit, le capitaine Sirfi Soumana, le maire d'Arlit, Mouli Abdourahmane et d'autres responsables locaux ces chantiers, le coordinateur du projet a expliqué au gouverneur et à sa délégation l'exécution des travaux et les difficultés rencontrées. En effet, ces travaux ont accusé des retards par rapport au délai de marché. Le gouverneur a rappelé à l'entreprise en question l'obligation de livrer ses infrastructures au 31 décembre 2013, faute de quoi les pénalités seront appliquées conformément au texte en vigueur. En notant enfin qu'au terme de cette visite inopinée, le gouverneur de la région d'Agadez a déploré la non-implication des services techniques départementaux pour une meilleure prise en compte du suivi souvent nécessaire en pareilles circonstances.
Restons dans la région d'Agadez avec les travaux d'entretien du réseau routier qui sont actuellement en cours. Il s'agit des travaux de mise en état des routes en attendant la réhabilitation complète de ce réseau routier, notamment la route Tawa-Arlit, dite route de l'uranium ou RTA, en état de dégradation avancée. Les précisions avec M. Chebou Adamou, directeur régional de l'équipement, au micro de Ibrahim Maman. Le réseau routier, comme vous le savez déjà, est composé de deux types bitumés et les routes en terre. Nous gérons d'Arlit jusqu'à Agadez 241 km. D'Agadez jusqu'à la frontière avec Tawa, puisqu'il y a une partie qui est dans la région de Tawa, 205. Donc nous avons à peu près un linéaire de 446 km sur la RTA, les deux tiers que nous gérons. Actuellement, nous sommes dans les grands travaux de la réhabilitation de cette route, visible. Il y avait deux chantiers qui avaient démarré déjà courant 2011 jusqu'à 2012, ils sont en cours. 41 km de la zone la plus dégradée côté Arlit en venant vers Agadez, gérés par entreprise Moussa Wazir, qui sont en cours, vérifiables. Et du côté Tawa, la partie dégradée est de 38 km, gérée par l'entreprise GBTP. Dans le même ordre d'idée, le ministère de l'équipement avait lancé des travaux complémentaires. Donc en dehors de ces deux petites sections, il fallait rallier les restes de la section. Donc passer en 3 lots déjà, dont nous avons reçu cette semaine les marchés déjà enregistrés. Donc Inch'Allah, nous sommes sur ces réseaux, surtout la RTA, et on pense d'ici une année qu'on la mettra en état. La mettre en état, ça veut dire donner un minimum de services aux usagers, un confort. Maintenant, pour le dossier de la réhabilitation complète, ça c'est un dossier géré par le ministère, puisque cette route est financée par les partenaires, à savoir les sociétés minières. Donc ça c'est au-delà de nos attributions. Donc ce dossier aussi est finalisé, il est en cours pour la réhabilitation, parce qu'il y a des endroits où par exemple il faut modifier un peu les tracés comme Tigrit, ou l'élargir, et la rendre vraiment avec les nouvelles routes modernes, à savoir IMOA, beaucoup de critères. Les marchés qu'on vient de passer, c'est des marchés de remise en état. Ça veut dire l'ancienne route elle est là, on sélectionne les zones qui sont dégradées, on les réhabilite, on les remet en état, pour qu'on ait un trafic linéaire. Ça veut dire en quittant Arlit jusqu'à Tawa, que vous n'ayez pas à éviter un trou ou à descendre sur une déviation. Voilà l'engagement qu'on a pris pour l'année fin 2013, fin 2014 qui fait un an. Voilà le reportage toujours en cette période de fin de saison hivernale. Des cas de feux de brousse sont déjà enregistrés ça et là dans nos régions. Et dans la région de Tawa où s'est rendue une de nos équipes de reportage, il a été enregistré à la date du 23 octobre dernier 29 cas de feux de brousse d'estimant quelques 23 000 hectares de pâturage. D'autres précisions avec le directeur régional de l'environnement de Tawa, le colonel Ibrahim Maman, interrogé par Ibrahim Maman. La situation des feux de brousse devient de plus en plus préoccupante au niveau de la région de Tawa. Préoccupante parce que pourquoi? De par nos expertises, nous avons constaté que pendant en tout cas les 7 dernières années, les pics des cas de feu, le maximum est enregistré au mois de décembre. Et voilà que nous sommes à peine en fin octobre, nous sommes déjà à 22 cas de feux de brousse au niveau de la région de Tawa, avec une superficie estimée à 23 990 hectares qui ont été consumés. Ces 23 cas de feux de brousse sont répartis dans les 4 départements et la zone septentrionale de notre région. Nous avons enregistré 9 cas au niveau de Tchinta, avec une superficie de 4 600 hectares, et 8 cas à Tilia avec 13 780 hectares, et 4 cas au niveau d'Abalak avec un peu plus de 3 500 hectares, et un seul cas au niveau de Tassara avec 2 hectares. Sur le terrain, en tout cas, les autorités administratives et coutumières et les élus, plus les services techniques en tout cas, sont en alerte permanente, fort heureusement avec les patrouilles mixtes départementales qui, pour la circonstance, ont été orientées en tout cas dans ces zones sensibles, puisque généralement c'est des zones qui sont très peu habitées, là où le pâturage est vraiment abondant, de sorte que les patrouilles départementales sont orientées vers ces zones et dès qu'il y a un cas, tout de suite elles sont alertées pour aller tuer le feu.
Au niveau régional, effectivement, le gouverneur de la région a été saisi de la situation. Je crois que les dispositions sont en train d'être prises pour qu'une mission, en tout cas, très urgemment, une mission régionale de sensibilisation des éleveurs et transhumants, puisque dans la plupart des cas, ce moment qu'on avait enregistré, généralement c'est des feux allumés par les éleveurs qui, après utilisation, s'envoient, ils abandonnent le feu. Et ça déborde et c'est la catastrophe. Très peu de cas sont des feux de foyer domestiques allumés par les femmes. En tout cas, nous avons bon espoir que des réactions ne vont pas tarder à venir pour au moins des actions préventives, notamment l'ouverture des bandes par feu, et pour sauver encore ce qui peut l'être. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. This is the good life.